Oui, bonjour et bienvenue. Bonjour. Enchaînons avec la chronique de Je suis Nicolas. pas candidat en 2027. Pas candidat en 2027 et pas encore. Et quand même peut-être séduit par ce que nous voyons des Britanniques, cette émotion, cet hommage rendu à la reine. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de modernité dans la monarchie ? Et sans doute, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'un pays en deuil, en crise, qui se rassemble autour d'une grande reine et aussi autour d'un nouveau roi, Charles III, qui a un héritage très lourd, ça fait du bien. Après, je crois que le nouveau roi aura une tâche très, très difficile parce que le pays est divisé. C'est plutôt les royaumes désunis que le Royaume-Uni. Et sans doute pas à cause de la reine qui a fait un travail remarquable. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail pour garder l'unité du Royaume-Uni, pour reconstruire. Ce n'est pas directement le rôle du roi, mais quand même, il peut jouer un rôle, la relation entre Europe et Royaume-Uni. Et il est quelqu'un qui part d'environnement depuis longtemps. Vous croyez à la modernité de Charles III et à sa capacité peut-être à faire bouger le Royaume-Uni dans le bon sens ? Moi, je crois qu'il peut faire bouger le Royaume-Uni dans le bon sens. Il s'est profilé sur des thèmes avant qu'il y ait toute l'opinion. Que ce soit la mode. Oui. Moi, je crois que son engagement pour l'environnement, à l'époque, on s'est moqué de lui. Ça, c'est un point de modernité, c'est un point très, très important et sur lequel on a intérêt à ce que les rois s'engagent dans son rôle qui est celui de la monarchie. Le retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne, est-ce selon vous envisageable ? Est-ce souhaitable ? Pour moi, il est souhaitable, il n'est pas envisageable avant 10 ans. Dans le sens que les Britanniques doivent bien encore pleinement comprendre l'erreur historique qu'ils ont fait. Et ils sont en train, en ce moment, même dans les débats publics, il est caché le fait qu'une bonne partie des difficultés du Royaume-Uni aujourd'hui découlent directement de leur choix catastrophique du Brexit. Mais je crois qu'il faut un changement de génération, il faut un débat beaucoup plus profond. Entre-temps, nous devons profiter du fait que les Britanniques qui ont toujours bloqué l'Europe sur certaines questions ne sont plus là, pour préparer une Europe beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. C'est une bonne chose. Les Britanniques dehors, ça nous permet d'avancer. Pour certains aspects, oui. Dans le sens qu'on n'aurait jamais eu les plans de relance européens tels que nous l'avons eu pendant la crise du Covid si on avait les Britanniques à l'intérieur. Et je crois que même du point de vue de la défense, les Britanniques restent un partenaire pour la défense et les militaires incontournables, mais nous pouvons avancer, nous devons avancer sur le modèle proposé par le président Macron et sur lequel je crois qu'il y a une convergence entre Italiens, Allemands, j'espère Espagnols et un jour peut-être les Polonais. Donc sans doute l'absence des Britanniques nous permet d'avancer beaucoup. L'Europe souveraine. Aujourd'hui, le chancelier Scholz à Prague, il y a une semaine, a repris les mots et les projets politiques d'Emmanuel Macron au discours de la Sorbonne. Il faut construire une souveraineté européenne. Son discours restait impossible à faire avec les Britanniques à l'intérieur de l'Union européenne. Avant ce retour des Britanniques, il pourrait y avoir le retour des Écossais. Vous souhaitez l'indépendance de l'Écosse et son retour parce qu'eux, ils n'ont jamais voulu bloquer. Ce n'est pas à moi de décider ce que les Écossais doivent faire. Je crois que nous avons intérêt à un Royaume-Uni efficace, un Royaume-Uni fort, un Royaume-Uni qui sort de la crise, parce que les Britanniques restent pour nous, je le répète, des partenaires incontournables. Et c'est à eux de voir comment gérer ces questions, qui sont des questions finalement internes, qui nous concernent, mais sont internes aux Britanniques. Alors le sort de l'Europe se joue aussi à l'Est avec la guerre en Ukraine. L'Ukraine revendique la reprise de 3000 km² de la ville stratégique d'Izium. Est-ce que dans cette contre-offensive qui a l'air de prendre, l'Europe doit accentuer son aide militaire ? Tout d'abord, nous avons eu raison. Nous avons eu raison le 24 février de faire ces choix nettement pro-ukrainiens et de faire ce que l'Europe n'avait jamais fait. On a même utilisé les budgets européens pour donner des armes aux Ukrainiens. Et je crois que nous avons eu raison. Et ceux qui, en France, comme dans d'autres pays, disaient que c'était voué à l'échec notre effort parce que les Russes l'auraient emporté rapidement, se sont lourdement trompés. Donc nous devons sans doute continuer à aider les Ukrainiens, continuer à aider les Ukrainiens au niveau économique, au niveau militaire et au niveau stratégique des politiques étrangères, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent de Kiev et nous devons être à côté des Ukrainiens dans cette lutte pour leur liberté. C'est une lutte aussi pour nos valeurs, hein. Ça aussi, c'est un message. Les Ukrainiens ne luttent pas seulement pour leur indépendance et leurs valeurs. Ils luttent aussi pour nos valeurs, nos libertés fondamentales. C'est pour cela que nous devons être avec les Ukrainiens
contre Poutine. Nous payons cher cette aide. Une partie des oppositions en France, je pense à Marine Le Pen, explique que les sanctions économiques contre la Russie, ça pénalise un peu la Russie, mais beaucoup les économies européennes. D'abord, ceci est démenti par les chiffres économiques. Son allié en Italie, Matteo Salvini, nous sert la main soupe et c'est faux parce qu'il y a des données économiques qui indiquent comment la Russie est en constante difficulté. Ce que nous ne devons pas faire, c'est choisir entre aider nos entreprises et nos ménages et aider la lutte pour la liberté du peuple ukrainien. Comment on fait les deux? Nous devons faire les deux et nous avons les moyens de faire les deux. Il faut un bouclier énergétique européen, il faut un plan de relance européenne avec, disons, une approche solidaire, notamment pour les pays les plus exposés. Il faut fixer un plafond au prix de l'énergie. Il faut découpler les prix du gaz et de l'électricité parce que tout cela est en train d'augmenter et de provoquer cette flambée des prix. Et donc, tout cela, c'est possible. Et moi, j'espère que déjà, Ursula von der Leyen, cette semaine, devant nous, les parlementaires européens, dans son discours sur l'état de l'Union, puisse annoncer des mesures qui vont dans l'intérêt des entreprises et des familles, des ménages européens. Alors, plafonner le prix du gaz russe, elle l'a évoqué, mais c'est courir le risque d'une coupure totale de livraison de gaz, de pétrole, de fuel, a dit Poutine. Moi, je crois pas que les Russes iront vers une coupure totale. Et je crois que nous devons, je répète, bâtir un plan qui se fonde sur plusieurs éléments. Parmi ces éléments, il y a aussi la différenciation des approvisionnements aussi sur le gaz. C'est ce qu'on est en train de faire en Afrique, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'Algérie, c'est ce que nous sommes en train de discuter avec les États-Unis et le Canada. On sera prêt à temps pour l'hiver? Nous devons être prêts, nous avons les moyens pour le faire et je crois qu'il y a la nécessité que l'Europe développe, fasse quelque chose sans précédent, comme elle a fait pendant le Covid. Il faut développer un plan qui est fondé sur l'émission des obligations communes, aller chercher l'argent, la liquidité sur les marchés pour assurer la solidarité aux parties de la société les plus exposées. Il faut aussi agir sur les bénéfices indus des grandes entreprises énergétiques. Alors, une taxe sur les super profits, comme on dit en France? Il y a à cause de la flambée des prix et à cause aussi, parfois, de la spéculation, il y a des bénéfices indus énormes que les entreprises énergétiques sont en train de faire. Je crois qu'il faut agir sur une partie de ces bénéfices pour faire de la solidarité envers les petites et moyennes entreprises et envers les ménages. En Italie, Mario Draghi l'a fait. Je crois qu'il faut le faire au niveau européen. Je crois que nous pouvons le faire au niveau européen. Et je crois aussi que d'ici au mois d'octobre, nous pouvons aller rapidement dans cette direction. Et d'ailleurs, il me semble que ce sera le discours aussi du président de la République. Le bouclier énergétique en France, c'est l'État qui paye et qui fait de la dette pour que les ménages ne souffrent pas trop de la hausse du prix du carburant ou du gaz. C'est ce qu'il faut faire aussi au niveau européen? Au niveau européen, il faut faire plus, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'on a fait pendant le Covid et qu'est-ce qu'on a fait aussi pour aider les États vis-à-vis du chômage qui a augmenté énormément au début de la crise du Covid. On a élaboré des plans dans lesquels on a utilisé la crédibilité et les budgets européens pour aller sur les marchés, emprunter avec des obligations communes européennes. Et avec cet argent, on va financer les plans de relance européens, c'est 150 milliards, mais on a financé aussi l'assurance chômage européenne qui s'est ajoutée à l'effort de l'assurance chômage nationale. Nous devons faire exactement la même chose pour l'énergie. Nous avons la méthode, nous avons vu que ça a marché et nous devons pousser dans cette direction. En tout cas, ça, c'est la priorité de nous, députés de Renaissance au Parlement européen. Alors, l'extrême droite est arrivée hier en tête des élections en Suède, selon les résultats partiels. En juin, Marine Le Pen a eu 90 députés en France. Le 25 septembre, on vote en Italie et les sondages prédisent une victoire de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, l'extrême droite. Elle est inéluctable, cette victoire de Meloni? Meloni peut être le premier parti en Italie, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour l'Italie, parce que les post-fascistes au pouvoir en Italie vont amener à nouveau un isolement italien. C'est du post-fascisme. Ça ne s'est pas édulcoré un peu avec les années? C'est du post-fascisme. Dans les valeurs et dans l'inspiration, c'est du post-fascisme, parce que finalement, la devise de Meloni, c'est Dieu, patrie, famille. Après, est-ce qu'elle va reconstituer le fascisme en Italie? Non. Qu'est-ce qui m'inquiète de Meloni? M'inquiète son approche réactionnaire sur les droits civils, comme ses alliés polonais, comme ses amis hongrois.
parce que ce sont ça les références et les alliés de Meloni en Europe jusqu'à maintenant, et son nationalisme économique, qui arrive presque à être de l'autarcie économique et qui va sans doute avoir un impact très négatif sur l'Italie, sur l'Europe. La question avec ces extrémistes, en Suède comme en Italie, est double. Tout d'abord, ils n'affichent plus leur extrémisme pendant la campagne électorale. Meloni, elle est en train de transformer son discours de la dernière 2 semaines. Alors qu'on l'a vu, on a vu en Espagne, quand elle est allée soutenir les post-franquistes de Vox, elle a clairement dit qu'elle veut limite, qu'elle est contre la lobby LGBTQ, elle veut limiter les droits d'avortement. Maintenant, en Italie, elle tient un discours très modéré. Mais il ne faut pas croire à ça. Et les démocrates suédois en Suède, ils ont fait exactement la même chose. Quel est le problème quand ces extrémistes vont au pouvoir? S'ils font ce qu'ils croient vraiment, c'est les conflits frontaux entre l'Europe et l'Italie, entre l'Europe et la Suède. S'ils ne font pas ce qu'ils croient vraiment, ils tiennent un double discours, un discours plus ouvert à Bruxelles, un discours plus dur à Rome et à Stockholm. Et sans doute, ça aussi, c'est une très mauvaise nouvelle pour une Europe qui doit mener des réformes très importantes pour aller dans la direction dont on parlait avant, Europe de la défense, Europe de la politique étrangère. Ce sont des gens qui disent les droits des vétos doivent rester. Comment nous pouvons construire une Europe souveraine? Comment nous pouvons construire une politique étrangère si sur 27, chacun a les droits des vétos? C'est ça l'Europe que Meloni et ses alliés des démocrates suédois veulent. Et ça serait une très mauvaise nouvelle. Avant tout pour la Suède et pour l'Italie, mais aussi pour la France et pour l'Europe. Alors vous êtes italien, mais vous avez été élu député européen en France, oui. Sur la liste de la République En Marche, qui devient maintenant Renaissance. Qu'est-ce que ça change pour vous, ce changement de nom? Renaissance, c'était les pionniers, c'était vous, les parlementaires européens. Tout d'abord, à nous les parlementaires européens, ça fait un grand plaisir que les mouvements aient regardé à ce que nous avons fait ensemble au niveau européen. Finalement, Renaissance, c'est déjà une alliance réussie entre des députés élus dans des différents partis, parce que nous avons des élus En Marche comme moi, nous avons des élus d'Agir, nous avons des territoires de progrès, nous avons aussi au Modem Horizon, et on travaille très bien ensemble. Donc s'il y a un modèle, d'après moi, à regarder pour l'avenir en France, un des modèles, sans doute, notre liste Renaissance. Donc, d'un côté, il y a un peu une fierté pour nous de voir que c'est un modèle qui est repris à Paris. Après, les mouvements qui sera conduit par Stéphane Séjourné, c'est une évolution nécessaire qui a un premier défi très important, les élections européennes de 2024. Ça sera dans moins de 2 ans. Sandro Gozzi, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et demain, mardi, 7h45, votre invité sera Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées.